Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers où l'on parle de sommeil, de nutrition, de santé physique et de santé mentale et comment améliorer ses habitudes pour être en meilleure santé basée sur la science et l'expérience. Je suis Baptiste Tasson et je suis un étudiant pour la vie qui partage les choses que j'apprends concernant la santé pour en faire bénéficier le plus grand nombre gratuitement et rapidement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du sommeil et de comment utiliser ce dernier afin de booster son humeur, de mieux gérer ses émotions et nous parlerons également des rêves. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas une seule maladie mentale où la personne n'a pas de problème de sommeil. C'est-à-dire que pour n'importe quelle maladie mentale qui peut être diagnostiquée à quelqu'un, cette personne a nécessairement un problème avec son sommeil, ce qui implique nécessairement que le sommeil joue un grand rôle justement dans la gestion des émotions et dans les maladies mentales et dans par conséquent l'inverse, le fait de ne pas avoir de maladie mentale, c'est peut-être le signe que vous avez un bon sommeil. Lors d'études faites sur le lien entre le manque de sommeil et l'état émotionnel d'une personne, justement, les chercheurs se sont rendus compte que l'amygdale, donc la région du cerveau responsable des réactions émotionnelles, qu'elles soient positives ou négatives, eh bien, elle était 60% plus active chez les participants en manque de sommeil par rapport à ceux qui avaient bien dormi lorsqu'on leur montrait des images négatives pour engendrer des réponses émotionnelles avec des degrés différents sur les émotions négatives. L'étude sœur a aussi été réalisée avec cette fois des personnes en manque de sommeil à qui on a montré des images positives et là aussi, les chercheurs ont constaté une hypersensibilité de l'amygdale. Donc, l'activité de cette amygdale est augmentée dans le négatif et dans le positif lorsqu'une personne est en manque de sommeil. De plus, des choses qui ne vous rendraient pas particulièrement émotionnel si vous avez bien dormi, pouvaient, avec le manque de sommeil, devenir bien plus émotionnel. Ce qui implique donc que, la sensibilité de la réponse émotionnelle, elle est augmentée avec, le manque de sommeil. Par exemple, si vous venez de passer une mauvaise nuit, et bien peut-être que vous avez un ami, que vous avez l'habitude d'appeler tous les jours et cetera et cet ami, il est toujours, très, très sympathique, il a toujours une, énorme énergie et cetera. Mais donc là, vous avez mal dormi, vient l'heure de l'appel avec cette personne et potentiellement, alors que sur un jour où vous aurez bien dormi, eh bien, il y aura aucun problème et la discussion serait, géniale. Là, vous n'aurez potentiellement qu'une seule envie, c'est de raccrocher, ou en tout cas de dire à la personne de se taire, tout simplement parce que, vos émotions, vous aurez du plus de mal à les gérer, vous aurez des émotions différentes aussi. Et vous serez plus sensible, aux bruits forts et cetera. Hem et donc ça aura tendance à un peu plus vous irriter, un peu plus vous gêner. Hem et d'ailleurs, les résultats, ils ont à la fois été obtenus lorsqu'on empêchait complètement les participants de dormir, mais aussi lorsque les participants ne dormaient que 5 à 6 heures pendant, 5 nuits. Ce qui est plus proche, hein, de la situation dans laquelle une bonne partie de la population, peut se retrouver chaque semaine, hein, plutôt que de ne pas dormir complètement la nuit. Heu, Comme je le disais, quand vous êtes fatigué, aussi donc quand vous êtes en manque de sommeil, eh bien les sons forts, la douche froide et le froid en général, la demande de notre attention, ce sont des choses qui nous gênent plus, qui nous énervent plus, qui ont tendance donc à générer, des, réactions émotionnelles plus fortes, plus vives, que si vous avez bien dormi, si vous n'êtes pas fatigué et que vous êtes bien reposé. En outre, le manque de sommeil augmente aussi votre potentiel à être addict à quelque chose, évidemment addict à quelque chose de mauvais,
tels que la malbouffe, le scrolling sur votre téléphone, le tabac, les drogues, etc. En plus, bien sûr, d'augmenter vos chances de rechute si vous êtes, par exemple, addict à une drogue et que vous essayez d'en sortir. On pourrait inclure dans les drogues le sucre, par exemple. C'est une des raisons pour lesquelles le sommeil, il est crucial au quotidien, justement pour éviter, de se livrer à ces mauvaises habitudes de manière répétitive, hein, pour éviter que ces choses-là deviennent une habitude, et que ça, détruise littéralement votre vie. On va maintenant aborder le sujet de la mémoire émotionnelle. Donc, pour la plupart des gens, si on leur demande de se rappeler d'un souvenir de leur enfance ou autre, ce souvenir va presque toujours être d'une nature émotionnelle, qu'elle soit positive ou négative. Et la beauté, en fait, de notre mémoire émotionnelle, est que notre cerveau, il dissocie l'émotion du souvenir, en ce sens que quand vous vous souvenez d'un événement, c'est plus le souvenir d'une émotion que l'émotion elle-même qui vous revient. Et l'émotion, elle n'est pas aussi forte qu'au moment où vous avez vécu ce souvenir, pas aussi puissante lorsque vous vous en souvenez que lorsque donc vous l'avez vécu. Encore une fois, la question qui se pose est: est-ce que c'est le temps ou bien le temps de sommeil qui rend possible ce processus d'ancrage dans la mémoire et de mémoire émotionnelle, comme on avait pu en discuter dans l'épisode sur la créativité, l'apprentissage et la mémoire du podcast des 4 piliers, hein, qui est disponible sur la chaîne. Donc l'expérience qui a été faite pour répondre à cette question, elle est assez simple. On fait entre guillemets «apprendre» aux participants, une émotion avec une image ou une vidéo, tout en regardant dans un scanner, leur cerveau, donc dans un scanner de leur cerveau plutôt, ce qu'il se passe. Puis on, sépare en 2 groupes les participants. Un qui va avoir une nuit complète de sommeil avant d'être testé à nouveau sur l'émotion apprise, et l'autre groupe n'a pas de sommeil, mais bénéficie du même laps de temps avant d'être testé à nouveau, encore une fois pour voir est-ce que c'est le temps ou est-ce que c'est le temps de sommeil qui rend possible le processus d'ancrage dans la tête des émotions et des souvenirs. Le résultat de cette expérience, c'est que, eh bien, le groupe sans sommeil avait une réponse quasi identique de l'amygdale, alors que le groupe de sommeil avait une grosse diminution de l'activité de l'amygdale. Le cerveau endormi, il a en quelque sorte détoxifié la mémoire émotionnelle des participants, là où le cerveau non endormi, bien qu'ils aient passé le même nombre d'heures entre l'apprentissage et le test, le cerveau sans sommeil n'a pas pu détoxifier et l'émotion était toujours aussi forte. En effet, ce qui ressort des études, c'est que la phase de sommeil paradoxal, qui intervient généralement dans la seconde partie de votre nuit, Heu, eh bien, c'est cette phase-là qui permet ce processus de détoxification des émotions dans votre cerveau. Et justement, concernant le sommeil paradoxal, on va voir comment l'améliorer, tant améliorer sa quantité et aussi sa qualité. Donc la manière la plus simple et la moins chère de le faire, c'est de dormir 15-20 minutes de plus le matin. Attention, j'ai bien précisé le matin, il ne faut pas ajouter 15-20 minutes au début de votre nuit, si vous souhaitez avoir plus de sommeil paradoxal, mais bien à la fin de votre nuit. Tout simplement, car comme nous en avons déjà discuté dans, des épisodes du podcast, eh bien, vous avez la majorité de votre sommeil paradoxal lors de la seconde moitié de votre nuit et plus particulièrement lors du dernier quart, tandis que lors de la première moitié de votre nuit, vous avez la majorité de votre sommeil profond. Donc, si vous voulez plus
de sommeil paradoxal, il faut rajouter 15-20 minutes par rapport à votre heure de lever habituelle, et donc il faut les rajouter le matin, en fin de nuit et non en début de nuit. D'ailleurs, beaucoup de personnes expérimentent chaque semaine ce phénomène, de rêver plus, certains jours, car en général, eh bien, ces personnes, elles se couchent plus tard et se lèvent plus tard, notamment le week-end, que la semaine. Ce qui n'est pas du tout recommandé vu le R de la formule QQRT, qu'on a vu dans, le premier épisode de, Comprendre et optimiser son sommeil. Donc cette formule QQRT, hein, quantité, qualité, régularité et timing. Donc ce R, il représente la régularité. Hem, Régularité, se coucher et se lever tous les jours, peu importe si c'est la semaine, le week-end, peu importe si vous êtes en vacances ou non. Tous les jours, se lever et se coucher à la même heure, plus ou moins 30 minutes. Donc, mais voilà, il y a énormément de gens qui, à cause de leur travail, vont se lever à 6 heures et vont se coucher à 21 h, 22 h le soir. Et puis, le week-end, ces mêmes personnes se lèveront plus vers 8-9 h et se coucheront vers 23 h minuit. Donc, ça veut dire que ça décale complètement. Vous n'êtes pas du tout régulier en faisant ça. Donc, c'est pas du tout recommandé. Mais euh, le fait est que en faisant ça, eh bien, ces personnes, elles font plus de rêves le week-end et elles ont tendance donc à mieux s'en souvenir. C'est peut-être votre cas où vous avez peut-être déjà entendu des personnes vous le dire, lorsque vous étiez en week-end, vous raconter leurs rêves et vous dire qu'elles ont fait des rêves et cetera incroyables. Tout simplement parce qu'elles ont dormi plus longtemps que ce qu'elles avaient l'habitude de faire sur les 5 jours précédents, et donc et bien ça a engendré, et bien une plus grande partie de sommeil paradoxal, donc plus de rêves et en plus, eh bien, ils avaient la capacité de mieux s'en souvenir. Mais donc, pour éviter ça et pour garder la régularité de votre sommeil, encore une fois, il faut revenir à rajouter 15-20 minutes le matin en fin de nuit pour que vous puissiez en faire un peu plus. Encore une fois, hein, afin d'avoir donc en premier lieu une phase de sommeil paradoxal, il est vivement conseillé de ne pas consommer d'alcool dans la soirée qui précède votre nuit bien sûr, car l'alcool a la fâcheuse tendance de bloquer le sommeil paradoxal, en plus d'avoir bien sûr plein d'autres problèmes sur le sommeil et sur la santé humaine. Euh, donc l'alcool à éviter à tout prix dans la soirée si vous en consommez. Au plus tard, il faut le prendre à votre repas, à votre déjeuner, tout simplement. Mais surtout pas dans la soirée et même en fin d'après-midi. Ce n'est pas du tout, c'est pas du tout recommandé de le faire, parce que ça va notamment bloquer votre sommeil paradoxal et donc engendrer plein de problèmes, parce que ce sommeil, comme on l'a dit, cette phase du sommeil, elle est liée à la gestion des émotions et à la détoxification heu, de votre cerveau émotionnellement et donc si vous bloquez trop souvent, eh bien vous risquez, d'être hypersensible et potentiellement ça peut même vous amener, jusqu'au burn-out ou jusqu'à des, anxiétés chroniques ou des dépressions chroniques et bien sûr, on n'a pas du tout envie d'en arriver là. En parlant d'anxiété d'ailleurs, eh bien on va voir le lien entre l'anxiété et le sommeil. Donc, tout d'abord, je me dois de différencier l'humeur d'une personne de ses émotions. Les émotions, elles peuvent durer de quelques secondes à plusieurs minutes, tandis que l'humeur peut quant à elle durer quelques minutes à des mois, voire des années, comme je l'ai dit en exemple, la dépression ou l'anxiété chronique. Ça, ce sont des humeurs, alors que la tristesse que vous pouvez ressentir voilà, il y a un événement qui se passe, vous êtes triste, vous avez pas eu ce que vous voulez, il y a un résultat, vous avez pas eu ce que vous voulez. Vous êtes triste pendant, quelques minutes, ça peut durer, une dizaine, une vingtaine de minutes. Mais après, si ça continue plus loin, c'est plus de la tristesse, c'est plus du chagrin et puis après ça peut amener à d'autres choses. Ensuite, l'anxiété et le sommeil, elles fonctionnent dans les 2 sens.
Je m'explique. Si vous êtes anxieux, il y a de fortes chances que vous ayez des problèmes de sommeil. Comme on en a parlé au début, de cet épisode, heu, tout ce qui est dans notre tête, tout ce qui disjoncte dans notre tête est de près ou de loin lié au sommeil. Donc si vous êtes anxieux, il y a de fortes chances que vous ayez des problèmes de sommeil. Mais si vous avez des problèmes de sommeil, il y a de fortes chances pour que vous deveniez anxieux. Donc ça marche dans les 2 sens. De plus, la qualité du sommeil, de plus, plus la qualité du sommeil est mauvaise, plus les niveaux d'anxiété le jour suivant sont élevés. La phase du sommeil qui semble réduire les niveaux d'anxiété n'est pas la phase de sommeil paradoxal qui gère les émotions, mais qui ne gère pas l'humeur, mais c'est la phase de sommeil profond non paradoxal. Donc ça, c'est très intéressant puisque on a vu que la gestion des émotions était faite dans la phase de sommeil paradoxal, mais la gestion de votre humeur, donc humeur qui est différente des émotions, qui est plus profonde et qui peut durer bien plus longtemps, elle se fait donc plutôt au début de votre nuit et non pas à la fin, dans une phase donc de sommeil profond, non paradoxal. Donc, avoir une longue phase de sommeil profond sans interruption, ça a un effet anxiolytique, ce qui est donc très intéressant car la plupart d'entre nous avons de l'anxiété, hein, bien sûr, à cause de nos obligations, des responsabilités, du travail ou autres, et ce, de toute façon presque quotidiennement. Et donc, régler notre sommeil, ça peut nous permettre d'éviter de prendre des cachets pour réduire notre anxiété, ce qui est somme toute pas mal sur le long terme, notamment pour notre foie, mais aussi pour notre porte-monnaie, hein, parce que les médicaments, ils ne sont pas forcément gratuits. Afin d'améliorer son sommeil profond, le macro le plus important des quatre, hein, de la formule QQRT, c'est encore une fois le R de la régularité, car il vous permet d'avoir un sommeil continu, moins fragmenté, ce qui implique en plus une meilleure qualité, le deuxième Q, de votre sommeil. Faire de l'exercice, être physiquement actif permet aussi d'améliorer la qualité de votre sommeil profond, tout comme le fait de dormir dans une chambre fraîche ou le fait de prendre une douche chaude ou un bain chaud avant de dormir afin de faire chauffer son corps pour qu'il se refroidisse par la suite. Parce que, vous le savez, votre corps, le soir, il a besoin de se refroidir pour pouvoir donc faire baisser votre température intérieure corporelle de un peu moins de 1 degré afin que vous puissiez vous endormir. Et puis en fin de nuit, c'est l'inverse. Pour que vous puissiez vous réveiller, votre corps, il va se mettre à se réchauffer de l'intérieur et votre température corporelle aura tendance à augmenter. Donc c'est pour ça que si vous voulez vous endormir, une des choses que vous pouvez faire, enfin, aider votre corps à se refroidir plus vite, c'est pour favoriser votre endormissement. Une chose intéressante à faire, c'est de prendre une douche chaude, par exemple, ou un bain chaud, hem, afin justement de faire augmenter la température en surface de votre corps pour que votre corps, en réponse, se refroidisse. Et le matin, vous pouvez donc faire l'inverse en prenant une douche froide ou un bain froid, pas un bain glacé, mais bien un bain froid ou une douche froide, afin de refroidir la surface de votre corps pour que ça, eh bien, heu, demande à votre corps tout simplement de se réchauffer pour vous réveiller, heu, tout simplement plus facilement pour, un peu, combattre l'inertie du sommeil que vous pouvez ressentir quand vous vous réveillez, quand vous vous réveillez tout simplement. Et encore une fois, il faut éviter de boire de l'alcool dans la soirée, comme je l'ai dit, hem, car non seulement ça bloque le sommeil paradoxal, mais comme nous en avons discuté, plus tôt dans cet épisode, hem, l'alcool, heu, il fragmente aussi, votre sommeil en début de nuit et donc ça impacte négativement vos phases de sommeil profond, bien sûr. Donc
Vraiment l'alcool, il faut absolument éviter dans la soirée, comme on en a déjà parlé, puisque donc ça bloque à la fois votre sommeil paradoxal, ça fragmente votre sommeil, surtout en début de nuit aussi et donc bah, ça fait que si vous buvez de l'alcool, vous n'allez pas réussir à, faire de la enfin, à permettre à votre cerveau de gérer votre humeur, parce que ça fragmente votre phase de sommeil profond, en plus de ne pas pouvoir récupérer suffisamment physiquement. Et puis, dans la deuxième partie de la nuit, bah, vous n'allez pas avoir de sommeil paradoxal, donc vous n'allez pas être capable de permettre à votre cerveau de se détoxifier et de gérer les émotions que vous avez pu vivre tout au long de votre journée. Donc l'alcool, c'est vraiment pas idéal. Le dernier point, il concerne l'exposition à la lumière naturelle du soleil et à l'obscurité de la nuit. Pour favoriser votre sommeil en général, l'idéal c'est de prendre le plus de lumière du soleil dans vos yeux en toute sécurité, sans porter de lunettes de soleil, donc en étant dehors globalement, et vous faites ça tout au long de la journée le plus possible. Puis le soir, lorsque le soleil s'est couché, l'idéal c'est de ne pas avoir de lumière artificielle provenant du plafond, mais plus des lampes ou des bougies, qui sont situées en dessous de votre taille, lorsque vous êtes assis, ou debout, et il faut que ces lumières, elles soient d'assez faible intensité tout de même. Enfin, pour ce qui est de la nuit, l'idéal, bien sûr, c'est de dormir dans une pièce où l'obscurité, elle est totale, que ce soit grâce à des volets, à des rideaux ou bien avec un masque pour les yeux, si les 2 autres options ne sont pas disponibles ou si elles ne sont pas suffisantes. Maintenant, on va avoir, eh bien, on va toucher le dernier point de cet épisode. Dernier point qui, concerne donc les rêves, les cauchemars ainsi que les rêves lucides. Donc tout d'abord, la probabilité que vous vous souveniez d'avoir fait un rêve, elle est de 80 à 90% si on vous réveillait pendant une phase de sommeil paradoxal, tandis que si on faisait la même chose dans une phase de sommeil non paradoxal, la probabilité, elle serait proche de zéro. Ensuite, il y a deux états lorsque vous êtes dans une phase de sommeil paradoxal. Un état dans lequel vos yeux ne bougent pas, un état dans lequel vos yeux bougent. Et si on vous réveillait dans le premier état, donc dans l'état dans lequel vos yeux ne bougent pas, il y a environ 80% de chances que vous reportiez un rêve. En revanche, si on vous réveillait dans le second état, donc dans l'état dans lequel vos yeux bougent, il y a 95 à 100% de chances que vous reportiez un rêve, car en anglais, on appelle évidemment cette phase REM sleep, R-E-M sleep, pour Rapid Eye Movement, donc mouvement oculaire rapide. Euh, En outre, lorsque vous parlez ou marchez dans votre sommeil, vous n'êtes pas en train de rêver. Vous êtes en quelque sorte passé du sommeil à l'éveil tout en restant un peu endormi. Donc, vous faites ces choses sans en avoir conscience, mais c'est un peu comme si vous étiez éveillé. Et donc, non, on ne parle pas pendant nos rêves, et on ne somnole pas, on ne se lève pas et on ne fait pas des choses pendant que l'on rêve. Pour continuer avec le sommeil paradoxal, nous avons dit dans un épisode précédent du podcast qu'il était associé donc à la créativité, car c'est la phase du sommeil au cours de laquelle votre cerveau il établit les liens entre les nouvelles et les anciennes informations. Néanmoins, en plus de devoir dormir et en particulier d'avoir du sommeil paradoxal après avoir appris de nouvelles choses, le tout afin de pouvoir générer de nouvelles idées, de développer votre créativité, il faut en plus que vous rêviez spécifiquement de la chose que vous essayez d'apprendre. Donc si vous essayez d'apprendre, je ne sais pas, un instrument de musique, à jouer d'un instrument de musique,
Premièrement, il faut bien dormir avant de faire votre session d'entraînement. Ensuite, il faut bien dormir après avoir fait votre session d'entraînement. Et en plus, si vous voulez pouvoir générer de nouvelles idées, développer votre créativité, eh bien, il faut que dans vos rêves, vous rêviez justement de vous en train de jouer cet instrument et de faire cette pratique-là. Donc, c'est vrai que c'est un peu complexe, mais bah, ça se fait, clairement. De plus, le sommeil paradoxal est aussi très important pour la régulation émotionnelle et il semble de même que pour pouvoir avoir des bénéfices, par exemple sur un événement chargé émotionnellement, comme un divorce ou la mort d'un proche, il faut non seulement dormir et avoir du sommeil paradoxal, mais comme pour l'instrument de musique de tout à l'heure, il faut en plus rêver de cet événement en particulier afin que donc d'accélérer ce processus et de vraiment aider votre corps à faire de la régulation émotionnelle et à passer outre entre guillemets cet événement difficile, en tout cas en le rendant bien moins émotionnel et vous permettant de continuer et d'aller de l'avant malgré la difficulté de la situation. Une pratique qui peut s'avérer utile, c'est d'essayer d'écrire ce dont vous vous souvenez de vos rêves quand vous le pouvez, ou alors vous pouvez vous enregistrer en parlant, comme je suis en train de le faire là par exemple, avec l'application microphone de votre téléphone, en décrivant le rêve, et ceci afin de pouvoir en quelque sorte interpréter vos rêves. En particulier, ce dont vous rêvez et ce dont votre cerveau a envie de vous indiquer que c'est une chose importante de votre vie en ce moment dont vous devriez vous soucier, bien que le rêve lui-même ne soit pas rationnel la plupart du temps. Ce qui compte, c'est la signification derrière les différents symboles présents dans le rêve. Et sur ce point, je me dois de vous avertir qu'il n'y a pas de symbole universel commun à tous les êtres humains. Par exemple, ce n'est pas parce que deux personnes voient très souvent des chats dans leurs rêves que ce symbole a la même signification pour elles. La personne la mieux placée pour interpréter vos rêves n'est autre que vous-même. C'est, voilà, tout simplement, vous allez rêver de choses et il y a à peu près que vous qui pouvez interpréter vos rêves. Peut-être votre psychologue peut les interpréter si vous vous êtes suffisamment livré sur vous-même et sur comment vous êtes à l'intérieur de vous-même. Mais globalement, vous savez, vous pouvez deviner la signification de certaines choses que vous avez pu vivre dans vos rêves. Et donc ça peut vous aider à faire des choix, à continuer, etc. Et à analyser en tout cas ce que votre cerveau a envie de vous dire via vos rêves. Le meilleur moyen de se souvenir d'un rêve lorsqu'on en sort à notre réveil, c'est de ne pas bouger et de garder les yeux fermés. Quand le réveil sonne, hein, vous le désactivez, vous restez allongé dans votre lit, hem et vous ne bougez pas, vous gardez les yeux fermés et de cette manière, petit à petit, le rêve devrait en tout cas plus facilement réussir à revenir dans votre tête et puis une fois qu'il est assez clair sur le déroulé, bam, vous prenez votre téléphone ou votre petit cahier sur lequel vous écrivez vos rêves et vous mettez tout ça, heu, vous couchez tout ça par écrit ou par oral, comme vous préférez. Si au contraire vous venez de faire un cauchemar, le mieux c'est de bouger, de sortir de votre lit afin que cela ne vous hante pas trop, hein. On n'a pas forcément envie de garder les cauchemars, à moins que, encore une fois, vous avez envie de vous souvenir de ce qui s'est passé dans ce cauchemar pour pouvoir analyser et interpréter la signification de ce cauchemar. Quelles sont les peurs, quelles sont voilà, les craintes, les choses qui vous font peur et qui ont ressurgi dans ce cauchemar, tout simplement. Concernant les rêves lucides, qu'est-ce qu'un rêve lucide, hein? Donc c'est un état dans lequel vous commencez à rêver. Puis, tout en continuant, vous devenez conscient que c'est un rêve, d'où le terme de lucide.
et cela, ça n'implique pas nécessairement que vous pouvez prendre le contrôle de votre rêve, simplement que vous êtes conscient d'être dans un rêve. La question qu'on peut se poser, concernant les rêves lucides, c'est: y a-t-il des bénéfices à faire des rêves lucides? Premièrement, seulement 20 voire moins de la population, heu et des gens donc reportent avoir des rêves lucides. Donc, étant donné que ce n'est pas la majorité de l'espèce humaine, cela implique que ce n'est pas une fonction vitale a priori. Parce que sinon, l'évolution, si c'était une fonction vitale, hein, la grande majorité des gens feraient des rêves lucides, ce qui n'est pas le cas. Donc, de plus, certaines personnes rapportent qu'elles sont moins reposées après une nuit avec un rêve lucide, ce qui peut être lié avec le fait que le cerveau soit un peu plus actif que d'habitude lorsque ces personnes sont dans un rêve lucide comparé à quand elles sont dans un rêve normal et où elles ne sont pas conscientes qu'elles rêvent. Cependant, il n'y a pas vraiment d'études complètes sur le sujet heu, permettant donc de tirer des conclusions, heu, n'importe quelle conclusion, que ce soit sur la question. Pour terminer cet épisode, on va aborder 8 points qui sont importants, et que rencontrent beaucoup, de personnes concernant, le sommeil. Le premier point, c'est la rumination qui vous empêche de vous endormir. Donc c'est quand vous allez dans votre lit et que là, votre cerveau, il a pas envie de se calmer. Il s'arrête pas de vous envoyer, des pensées, des pensées, des pensées, des pensées et vous ruminez comme ça pendant des heures. Vous tournez dans votre lit, vous n'arrivez pas à faire taire votre cerveau et ça vous empêche de dormir. Donc, pour, essayer de pallier ce phénomène, essayez de court-circuiter le plus vite possible cette rumination. Essayez de sortir en quelque sorte votre esprit de lui-même. Vous pouvez, par exemple, faire de la méditation guidée, du yoga nidra ou un NSDR, faire des exercices respiratoires, écouter des histoires, pour s'endormir. Vous pouvez faire aussi un scan de votre corps, ou encore faire une balade mentale d'un chemin que vous connaissez par cœur avec le plus de détails. Par exemple, si tous les matins vous allez, sur votre lieu de travail à pied ou en vélo, admettons, eh bien, vous pouvez faire dans les moindres détails ce chemin comme ça, dans votre tête, vous revivez dans les moindres détails et ça permet en quelque sorte de sortir votre esprit de lui-même et il y a de fortes chances pour que la dernière chose dont vous vous souvenez, c'est, tout simplement de vous réveiller soit en plein milieu de la nuit, heu, parce que ça nous arrive de nous réveiller en plein milieu de la nuit, soit tout simplement de vous réveiller le lendemain matin avec votre réveil qui sonne. Le deuxième point, c'est la position de sommeil, la position pour dormir. Déjà, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter, c'est de dormir sur le dos, surtout si vous ronflez la nuit. Et même si on vous dit que vous ne ronflez pas, ce n'est qu'une évaluation partielle et il existe une application qui est nommée iRonfle, donc I minuscule, R majuscule et donc ronfle. C'est une application qui est payante, mais vous pouvez faire un essai gratuit de l'application pendant 7 nuits. Et cette application, elle permet de détecter des ronflements de tout type et vous pouvez même, donc en cliquant sur les points correspondants, entendre les enregistrements pris pendant la nuit et par conséquent, vous pouvez, vous entendre ronfler et donc vous entendre avoir des difficultés à respirer, ce qui peut être une expérience, suffisamment désagréable pour que vous considériez d'aller consulter un médecin, hein, si il y en a, beaucoup. Donc cette application, moi, je l'utilise, depuis maintenant, ça va faire, un peu plus d'un mois, je pense, que je l'utilise.
Et donc chaque nuit, je mets l'application. Elle consomme très peu de batterie sur le téléphone puisque on peut l'utiliser en étant en mode avion et on retourner son téléphone, mettre l'écran face contre la table de nuit et ça va éteindre l'écran. Donc ça consomme vraiment 1 ou 2% par nuit. Et donc ça va enregistrer ponctuellement dès qu'il y a des bruits. Le seul petit défaut donc de cette application, c'est que si vous ronflez pas beaucoup comme c'est le cas pour moi, eh bien elle va détecter plein d'autres bruits comme le simple fait que vous bougiez dans votre lit, que voilà les bruits de draps, les bruits de lit qui craquent, etc. Mais en revanche, on entend très bien la respiration. Euh, Moi, je m'entends respirer. Heureusement pour l'instant, je ne ronfle pas. Mais on s'entend quand on respire fort, on peut entendre des soufflements de nez. Voilà, c'est une bonne application et elle marche très 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 bien si vous ronflez vraiment. Moi, je la garde pour être sûr que je ne ronfle pas. Euh, mais voilà, donc cette application, déjà, vous avez un essai gratuit de 7 jours. Et puis après, l'abonnement annuel, il coûte 30 euros, 29,99 il me semble. Donc franchement, c'est pas cher payé, ça fait moins de 2 euros par mois. Ça doit faire 2,50 € par mois, ce qui est pas déconnant, surtout qu'on va voir que si vous vous rendez compte que vous ronflez beaucoup la nuit, le mieux c'est d'aller donc consulter le plus vite possible afin de pouvoir être traité et ainsi gagner plusieurs années d'espérance de vie. Car actuellement, 80% des personnes souffrant d'apnée du sommeil ou de ronflement, elles ne sont pas traitées. Et donc et le fait de ronfler et de faire de l'apnée du sommeil, ça va littéralement vous faire perdre des années de vie. Des années de votre vie vont être perdues si vous ne vous traitez pas ces ronflements, si vous ne traitez pas l'apnée du sommeil. C'est pour ça que cette application, elle peut être très très intéressante. Et pour 2,50 € par mois, c'est pas cher payé, surtout si vous pouvez vivre quelques années supplémentaires. Pour éviter de ronfler, encore une fois, donc, il vaut mieux éviter de boire de l'alcool, toujours lui, car ça augmente grandement la quantité et le degré des ronflements. Décidément, l'alcool n'a pas beaucoup de points positifs, on en convient, notamment concernant le sommeil. En conclusion de ce deuxième point, si vous savez que vous ronflez, évitez absolument de dormir sur le dos. Et si vous n'êtes pas sûr de si vous ronflez ou non, essayez juste l'application iRonfle euh, dont j'ai parlé, juste pour quelques nuits avec l'essai gratuit, pour être fixé. Après, vous pouvez payer ou non l'abonnement si vous avez envie, mais faites au moins l'essai gratuit, regardez votre score de ronflement, essayez de voir si vous ronflez beaucoup ou si vous ronflez tout court. Juste pour être sûr, donc cette application elle s'appelle iRonf, mais elle est peut-être disponible sous un autre nom qui est Snore Lab. Donc c'est SNORELAB, Snore Lab ou iRonfle, disponible sur Android, ça c'est sûr, et je présume qu'elle est aussi disponible sur iOS. Maintenant, on va voir le troisième point qui concerne donc le réveil à des horaires fixes. Le premier point, c'est de ne pas avoir de moyen de savoir l'heure qu'il est dans votre chambre. Pas de montre, pas d'horloge, pas de réveil qui indique l'heure, pas de téléphone. Car cela, ça peut vous amener à renforcer une association entre une certaine heure et l'éveil, et donc faire en sorte que chaque nuit, vous savez que vers 2 heures du matin, vous allez vous réveiller, bam, psychologiquement, ça va faire un truc, et vous allez vraiment vous réveiller chaque nuit vers 2 heures du matin, ça peut créer de l'anxiété, et ça peut vous emmener dans un cercle vicieux et gâcher vos nuits. Donc, ne sachez pas à quelle heure vous vous réveillez. Si vous arrivez et que vous dites oh là là, je me réveille toutes les nuits à 2 heures du matin, il y a déjà un problème parce que comment vous savez que c'est 2 heures du matin quand vous vous réveillez? Ne
voilà, il ne faut pas être dans une pièce dans laquelle vous pouvez voir l'heure et si vous vous levez pour aller aux toilettes, il faut éviter de regarder l'heure à tout prix, et de voilà, éviter de jeter un coup d'œil à l'horloge ou au micro-ondes, qui indique l'heure. De plus, à la fin de chaque cycle de sommeil, nous nous réveillons pour changer de position et puis on se rendort rapidement en général car nous passons d'un état de sommeil paradoxal où notre corps était bloqué à une autre phase de sommeil qui peut être une phase de sommeil profond ou une phase de sommeil léger, etc. Et si vous ne vous rendormez pas après vous être réveillé, ne cherchez donc pas à savoir l'heure qu'il est pour éviter donc de créer encore une fois l'association entre l'heure et l'éveil dans votre cerveau. Voilà. Ne, voilà, par aucun moyen, il faut que vous ne puissiez savoir l'heure qu'il est quand vous vous réveillez au milieu de la nuit. Tant que votre réveil ne sonne pas, c'est qu'il n'est pas l'heure de se lever et que vous pouvez vous rendormir. Ensuite, eh bien, c'est le point numéro 4. Existe-t-il, entre guillemets, une banque de sommeil? On va voir ce que c'est tout de suite. Si vous passez une mauvaise nuit, ou vous dormez peu, ou bien que vous ne dormez pas beaucoup volontairement à cause d'une tâche à remplir par exemple, vous créez une dette de sommeil en quelque sorte. Cependant, ce n'est pas en dormant plus les nuits suivantes que vous allez rembourser cette dette, ce n'est pas en dormant plus que vous allez récupérer les heures de sommeil perdues. Néanmoins, si vous savez à l'avance que vous allez moins dormir au cours d'une nuit à venir, vous pouvez dormir plus sur quelques nuits avant la date fatidique afin de réduire et non d'éliminer la dette de sommeil liée au manque de sommeil. Donc la réponse à la question existe-t-il une banque de sommeil? C'est un non. Il n'y a pas de banque de sommeil, vous ne pouvez pas rembourser vos dettes de sommeil en dormant plus. Le cinquième point concerne le fait de se rendormir après s'être réveillé au milieu de la nuit. Tout d'abord, n'essayez pas de vous rendormir trop fort, n'essayez pas de vraiment vous dire il faut que je m'endorme, il faut que je m'endorme, il faut que je m'endorme, car cela va vous frustrer et au plus vous essayerez, au plus il sera difficile de se rendormir et dès que vous arrêterez, vous allez réussir à vous endormir. De plus, un conseil déjà donné dans un épisode précédent, c'est d'éviter de passer trop de temps éveillé dans votre lit pour éviter le phénomène d'association de votre lit avec un état d'éveil. Mais, comme il est compréhensible que vous n'ayez pas forcément envie de vous lever pour changer de pièce, moi non plus, il faut être OK avec l'idée du repos. Si vous n'arrivez pas à vous rendormir après avoir fait les méthodes euh, qu'on a pu lister, acceptez simplement de rester allongé dans votre lit, peut-être même avec les yeux ouverts si vous le voulez, et juste reposez-vous, comme si vous le faisiez en plein milieu d'une journée de travail, sans la nécessité de s'endormir. Et généralement, la dernière chose dont vous vous souviendrez est que c'est le matin et que le soleil s'est levé et qu'il est l'heure de sortir du lit. Antépénultième point, c'est le lien entre le sommeil et l'âge. Beaucoup de personnes constatent que leur sommeil est plus fragile en fin de nuit avec l'âge, pouvant les forcer donc à se réveiller à 4 heures du matin et à ne plus être en mesure de se rendormir alors qu'elles auraient bien dormi jusqu'à 6 heures du matin. Pour lutter contre ça, vous pouvez essayer lorsque ça vous arrive et si 6 heures de sommeil par nuit ne satisfont pas vos besoins énergétiques, de repousser au maximum votre heure de coucher. Par exemple, si vous vous couchez habituellement à 22 heures, essayez de pousser au maximum. Ce sera peut-être 23 heures. Voilà, essayez d'aller jusqu'à 23 heures et d'essayer d'aller dans votre lit à 23 heures au lieu de 22 heures sur plusieurs nuits, donc sur 4-5 nuits. Et
À un moment, votre cerveau, il va en avoir assez de manquer de sommeil et il va se forcer à être endormi peut-être jusqu'à 5 heures du matin, voire plus loin. Ou bien, vous pouvez en discuter avec un médecin. Je n'en suis pas un, encore une fois. Vous pouvez en discuter avec un médecin afin qu'il vous prescrive potentiellement des médicaments ou des suppléments spécifiques pour lutter contre ce problème, ou bien suivre une thérapie comportementale et cognitive de l'insomnie, dont l'acronyme c'est TCCI, avec bien sûr un professionnel. L'avant-dernier point concerne le sommeil et la ménopause. Ménopause, hein, bien sûr, qui est un phénomène naturel chez les femmes, mais ça cause un problème, un gros problème chez elles, hem, concernant leur sommeil, notamment à cause des bouffées de chaleur qui, empêchent les femmes de s'endormir ou de se rendormir au milieu de la nuit. Puisque si vous avez une bouffée de chaleur, potentiellement, c'est que votre corps, il chauffe un peu. Sauf que comme on l'a vu, pour s'endormir, eh bien, il faut que votre corps, il soit, assez froid. Une manière de lutter contre ce problème sans utiliser de médicaments, c'est de faire en sorte que la température de la pièce dans laquelle vous dormez reste fraîche, en plus potentiellement d'avoir un matelas intelligent, comme les produits par exemple proposés par la marque, 8 Sleep, avec qui je n'ai aucun lien. Mais donc 8 Sleep, ils font il me semble que ça doit être des housses de couette ou des trucs comme ça, qui permettent de rafraîchir l'intérieur de votre lit pour que vous puissiez dormir au frais en début de nuit et qui va, augmenter un peu la température en fin de nuit pour que vous puissiez gentiment vous réveiller en vous sentant bien énergisé et bien reposé. Le dernier point, le dernier des 8 points, heu des choses que beaucoup de gens, heu, rencontrent, heu, concernant leur sommeil, c'est une question, y a-t-il un lien entre la qualité de son sommeil et le fait de se souvenir de ses rêves ou non? Premièrement, ce n'est pas parce que vous ne vous souvenez pas de vos rêves que vous n'avez pas de phase de sommeil paradoxale. Ensuite, il ne semble pas y avoir de corrélation entre un sommeil de mauvaise qualité et le fait de ne pas se souvenir de ses rêves. Donc, si vous ne vous rappelez pas du contenu de vos rêves, vous n'avez pas à vous inquiéter. Enfin, ce n'est pas parce que vous ne vous souvenez pas de vos rêves qu'ils ne sont pas stockés dans votre mémoire. Vous avez sûrement déjà expérimenté un réveil où vous savez pertinemment que vous étiez en train de rêver, mais vous n'arrivez pas à vous souvenir de quoi, et vous vous dites que l'information est perdue. Et puis, 2 jours plus tard, sous la douche, vous avez l'illumination et vous vous en souvenez. Donc, les rêves, ils sont bel et bien stockés. C'est la différence entre la disponibilité et l'accessibilité des souvenirs. Vos, vos souvenirs et vos rêves, ils sont disponibles, mais ils sont pas forcément tout le temps accessibles et c'est donc ça, donc c'est pas un problème si, heu, parce que potentiellement ils sont stockés même si vous vous en souvenez pas. Vos rêves, ils sont en quelque sorte donc stockés implicitement dans votre cerveau. Vous n'avez simplement donc pas l'accessibilité à ces rêves de façon consciente et systématique. Voilà, il y a des fois où juste ça va revenir comme ça, vous allez dire: «Ah oui, j'ai rêvé de ça il y a 2 jours». Voilà, donc cet épisode sur le sommeil, la gestion, des émotions, de son humeur et sur les rêves touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous remercie, pour votre intérêt dans la science, pour votre intérêt dans la santé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast des 4 piliers et je vous souhaite une excellente journée.